Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour que nous recevons ici à Dakar à l'occasion des États généraux de l'intelligence économique africaine est consultant, ingénieur des mines, spécialisé depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant dans le management et l'ingénierie de projets internationaux. Il est surtout membre de CAVI Tunisie. Hichem El-Fil, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. En préparant notre entretien, je me suis rendu compte que vous n'étiez pas un nouveau converti en intelligence économique. Qu'est-ce qui vous a poussé très tôt dans cette discipline? Dans cette discipline, j'ai à un moment donné de ma carrière professionnelle, parce que j'ai exercé dans l'écosystème du développement international des entreprises, et il nous est arrivé dans cette dynamique de réfléchir sur une orientation stratégique pour développer les entreprises, notamment tunisiennes, à l'international. Pour cela, nous avions besoin de réfléchir sur un nouveau mode de fonctionnement pour développer ces entreprises. Et à ce titre-là, j'ai eu l'occasion de recueillir des informations sur des formations en intelligence économique qui donnaient plus de latitude aux entreprises afin de pouvoir mieux se positionner à l'international. Et c'est en 2012 que j'ai rejoint l'école de guerre économique de Paris pour faire cette formation en intelligence économique. Et c'est donc comme ça que vous y êtes arrivé. Je me demandais s'il existait une intelligence économique ou des intelligences économiques. Il est vrai que le terme d'intelligence économique au départ était réduit à un domaine particulier de l'économie, mais il faut savoir que par la suite, cette intelligence économique, c'est devenu un éventail en fin de compte, qui regroupe plusieurs types d'intelligence. On parle aujourd'hui d'intelligence sportive, on parle d'intelligence culturelle, on parle d'intelligence collective, on parle d'intelligence surtout territoriale, et notamment pour nous autres pays africains où les disparités régionales sont très importantes. L'intelligence territoriale devrait, à mon sens, s'implanter de façon durable pour pouvoir mettre en œuvre des schémas régionaux d'intelligence économique. Pour la petite histoire, la petite anecdote de cet entretien que vous avez, vous et moi, juste avant le début de cet entretien, vous m'avez demandé de mettre le drapeau tunisien dans votre dos et le drapeau du CAVI. C'est de l'intelligence économique, ça aussi? C'est une partie de l'intelligence économique, ça s'appelle de l'influence. Vous savez que l'intelligence économique, il y a trois volets. Il y a le volet veille et anticipation, donc l'anticipation à travers la veille stratégique, commerciale, technologique, etc. Et puis il y a l'influence qui est un domaine particulier de l'intelligence économique, et il y a bien évidemment la protection du patrimoine, qu'il soit d'ordre matériel ou immatériel. Donc ces deux drapeaux, je considère qu'ils font partie aussi de ma dynamique et de ma personnalité, parce que l'intelligence économique aussi requiert des spécificités et des particularités qui, à mon sens, pourraient appartenir à tout un chacun dans chaque pays. Très bien. Si on devait faire les états généraux de l'intelligence économique en Tunisie, de la Tunisie, qu'est-ce qu'on dirait? Ma foi, c'est une question pertinente dans le sens où je me pose la question, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui des États généraux à partir du Sénégal? Je pense qu'à partir de la Tunisie, les États généraux mériteraient d'établir en fin de compte un lien entre l'Afrique du Nord qui, aujourd'hui, se positionne comme étant une charnière entre le monde méditerranéen et le monde de l'Afrique subsaharienne. Donc à partir de la Tunisie, je pense que l'on se positionnerait comme étant un vecteur de liaison entre l'Afrique subsaharienne et les pays, disons, l'environnement méditerranéen. Donc ça serait une intelligence économique, ce serait des États généraux qui donneraient une impulsion continentale, mais aussi
régional et probablement qui dépasserait les limites du continent africain. Est-ce que, je vais reformuler ma question autrement, est-ce que l'intelligence économique, la discipline est entrée aujourd'hui dans les mœurs, aussi bien au niveau des institutions, des politiques, de la société civile, des entreprises en Tunisie? Oui et non. Oui, dans le sens où il y a eu effectivement des initiatives très pertinentes, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Je ne vais pas relater toutes ces initiatives, mais ceci étant, aujourd'hui la Tunisie vit une transition et une mutation sociétale à différents niveaux. Donc cette mutation fait en sorte à ce que de nouveaux modèles économiques, parce que la Tunisie a vécu durant les 40 dernières années sur un modèle économique disons particulier, et au vu de cette nouvelle mutation et au vu des bouleversements, disons sociétaux qui existent en Tunisie, il y a lieu de réfléchir et de réviser un nouveau modèle économique. Donc ce nouveau modèle économique, il va falloir y réfléchir afin de pouvoir intégrer une intelligence économique qui, elle, soit adaptée à ce nouveau modèle économique. Je me demandais aussi, vous l'évoquiez tantôt, dans un pays qui a connu donc ce bouleversement ces dernières années et qu'on suit de près, est-ce que l'intelligence économique peut participer à l'enracinement aussi de la démocratie? Bien évidemment, parce que l'intelligence économique, c'est la gestion de l'information. Et la gestion de l'information à différents niveaux est une gestion qui n'est plus centralisée, elle est décentralisée. Donc la décentralisation et la transparence de l'information à travers les outils, à travers les plateformes, va sûrement faire en sorte à ce qu'il y ait une sorte de démocratisation de l'information, donc disons une avancée dans le cadre du processus démocratique. Vous êtes de ceux qui pensent que l'intelligence économique n'est pas juste un outil de performance, mais c'est aussi un outil de souveraineté. Ce soir, juste brièvement, j'aimerais que vous puissiez préciser votre pensée. Un outil de souveraineté dans le sens où l'intelligence économique fait appel à une sauvegarde du patrimoine culturel, notamment, du patrimoine économique, du patrimoine sociétal. Donc à partir de ce moment-là, sans pour autant verser dans une sorte de protectionnisme, l'intelligence économique permet aussi de garder et de cadrer la souveraineté nationale. Vous-même, vous avez animé au cours de ces États généraux le panel numéro 3, je crois, c'est ça? Intitulé ce que l'intelligence économique peut apporter aux organisations africaines. Oui, oui, c'est ça. Non, au panel 2, l'état des lieux de l'intelligence économique dans les pays africains. Oui, et dans cet état des lieux de l'intelligence économique dans les pays africains, c'est quoi le constat? Le constat, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence économique ne peut pas se développer dans nos pays africains sans pour autant que les pouvoirs publics puissent y être associés. Et la problématique, c'est comment faire en sorte à ce que les pouvoirs publics soient associés, disons, au développement de l'intelligence économique. Et nous avons compris qu'il y a lieu non seulement de les sensibiliser, mais il y a lieu d'être en force de proposition de projets, tant au niveau des différents organismes et institutions publiques, afin de d'amener ces institutions à réfléchir sur une politique publique d'intelligence économique et de décliner cette politique publique dans notamment les institutions et aussi au niveau du développement local et au niveau des collectivités locales. Si vous permettez, on va revenir juste sur un point par rapport à la compétitivité désormais en Tunisie. Comment on fait désormais pour que, on va dire, comment faire pour que la politique de mise en œuvre des pôles de compétitivité dans votre pays, la Tunisie, soit adaptée aux exigences d'aujourd'hui? Absolument, absolument, parce qu'aujourd'hui les pôles de compétitivité ou les pôles technologiques sont des pôles qui ont été initiés dans un cadre et dans un modèle économique qui aujourd'hui est à bout de souffle. Le modèle économique tunisien dont le soubassement était
l'investissement direct étranger d'une part et le tourisme d'autre part, nous savons aujourd'hui qu'il y a une révision de ces deux grands secteurs, de ces deux grands vecteurs de l'économie tunisienne. Donc les pôles technologiques dont vous parlez ont été créés à un moment où ce modèle économique, disons, relatif à l'investissement direct étranger, était de mise. Donc aujourd'hui, l'investissement direct étranger qui auparavant concernait notamment les investissements dans le secteur industriel manufacturier, qui est un secteur de sous-traitance essentiellement, cette forme cette sous-traitance ne répond plus aujourd'hui aux exigences, atteint ses limites et ne répond plus aux exigences de l'économie tunisienne. Donc aujourd'hui, nous devrions et nous sommes en train de faire en sorte de passer de cette industrie manufacturière de sous-traitance à une autre forme d'industrie, et notamment une industrie 4.0. Et pour cela, bien évidemment, il va falloir réfléchir à l'intelligence économique et à son apport dans cette nouvelle industrie 4.0. Dans le grand combat que nous livrons aujourd'hui pour la compétitivité des États africains, je me demandais aussi, est-ce qu'il faut avoir une politique commune en intelligence économique ou plutôt chaque pays doit s'occuper de sa propre politique d'intelligence commune? Est-ce que vous comprenez ma préoccupation? Les deux à la fois. Je comprends très bien les deux à la fois parce qu'il faut savoir que certains pays africains ont atteint un niveau d'intelligence économique assez performant. Donc, bien évidemment, le Maroc a quelques longueurs d'avance sur d'autres pays africains et la mise en œuvre d'une politique d'intelligence économique au Maroc a montré ses fruits et ceci étant, donc il va falloir aujourd'hui harmoniser cette dynamique d'intelligence économique et faire en sorte à ce que chacun puisse être complémentaire dans une certaine mesure avec d'autres pays. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse mettre en œuvre une politique commune, mais plutôt des politiques et établir des interactions, établir des échanges afin de bénéficier les uns et les autres des expériences des uns et des autres. Hichem El Fil, au moment où s'achèvent donc ces états généraux de l'intelligence économique africaine, comment l'Afrique pourrait-elle, disons, définitivement s'approprier l'intelligence économique comme, on va dire, un outil indispensable pour la conquête du marché extérieur? Il ne faudrait pas uniquement penser sur la conquête des marchés extérieurs, parce que l'intelligence économique, comme on l'a évoqué tout à l'heure, est un concept et un savoir-être et un savoir-faire et qui, à mon sens, pourrait donner lieu à une transformation sociétale. Le but de la mise en œuvre de l'intelligence économique ne s'inscrit pas uniquement dans la conquête des marchés. La conquête des marchés, c'est un aspect de l'intelligence économique. Mais l'intelligence économique est ouverte aussi à une forme, à une manière de vivre en société différente de celle qu'on a vécue auparavant et de celle qu'on a vécue à travers des écoles de pensée économique très rigoureuses. Donc l'intelligence économique, il faut la considérer, il faut l'intégrer comme étant un concept de vie qui permet les échanges et qui permet l'enrichissement mutuel. Hichem El Fil, merci. Merci à vous. Économiste, ingénieur des mines, spécialisé depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, c'est ça, hein, dans le management et l'ingénierie de projets internationaux. Vous êtes surtout, je le rappelais au début de cette émission, membre de CAVI Tunisie. Le CAVI, c'est le Centre africain de veille et d'intelligence économique. Merci infiniment. Merci à vous d'être passé nous voir ici à Dakar pour cet entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.